Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler de la migration, un sujet essentiel. Oui, tout à fait. C'est un phénomène mondial qui touche énormément de vies humaines. D'après vous, quels sont aujourd'hui les principaux moteurs de la migration? La migration est en train de devenir un enjeu économique de plus en plus important, et ce, quel que soit le niveau de revenu des pays. Cela s'explique par deux grandes dynamiques, à la fois des transitions démographiques très rapides et bien sûr le changement climatique. La démographie. Oui, c'est assez logique, dans la mesure où on parle de plus en plus du vieillissement des populations. C'est bien à cela que vous faites référence. Absolument, c'est un facteur clé. Les pays à revenus élevés vieillissent à un rythme extrêmement rapide. Par exemple, en 2022, 19% de leur population avait plus de 65 ans. Et cette proportion devrait atteindre 29% d'ici 2050. Waouh! C'est une hausse impressionnante. Ça veut donc dire que la population active diminue, tandis que la population âgée augmente. Exactement. Dans les pays de l'OCDE à revenus élevés, le ratio entre les adultes en âge de travailler et les personnes âgées va passer de 2,9 en 2022 à moins de 2 d'ici 2050. Et ce phénomène ne concerne pas que les pays riches. De nombreux pays à revenus intermédiaires supérieurs, comme l'Italie, connaissent eux aussi un vieillissement rapide. D'ailleurs, la population italienne pourrait quasiment être réduite de moitié d'ici 2100 pour tomber à 32 millions d'habitants. Et j'imagine que cela va entraîner une pénurie de main-d'œuvre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais cette pénurie locale va être compensée par un accroissement de la compétition mondiale au niveau des travailleurs. Prenez les États-Unis, par exemple. Ils prévoient 11,9 millions de nouveaux emplois entre 2020 et 2030, mais leur main-d'œuvre locale ne devrait croître que de 8,9 millions. L'Allemagne, quant à elle, a besoin de 400 000 travailleurs étrangers par an. Or, si je ne me trompe pas, les pays à faible revenu ont des populations jeunes qui sont en pleine croissance, ce qui crée un déséquilibre. Exactement. Les pays à faible revenu, notamment en Afrique subsaharienne, connaissent une véritable explosion de leur population de jeunes. Prenez le Nigeria par exemple. Sa population pourrait passer de 213 millions aujourd'hui à 791 millions d'ici 2100. Une évolution absolument massive. Vous avez également parlé du changement climatique. Quel est le rôle de ce facteur dans la dynamique des migrations? Le changement climatique vient aggraver les autres moteurs de la mobilité. Environ 40% de la population mondiale, soit 3,5 milliards de personnes, vivent dans des zones fortement exposées aux impacts climatiques. Pénurie d'eau, sécheresse, vagues de chaleur, montée du niveau de la mer, événements climatiques extrêmes, etc. Et tout cela vient menacer les habitations et les moyens de subsistance des gens, ce qui au final les force à partir. C'est tout à fait ça. Ces événements climatiques compromettent l'habitabilité et la productivité économique des territoires et contribuent fortement aux pressions migratoires. Rien que sur les 15 dernières années, plus de 300 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de leur pays à cause de phénomènes climatiques extrêmes. Et en ce qui concerne la montée des eaux, j'imagine que c'est une préoccupation majeure pour les pays insulaires. Eh bien, d'ici 2050, selon les pires scénarios, le niveau de la mer pourrait s'élever de 0,15 à 0,40 mètres dans les petits États insulaires en développement, ce qui pourrait submerger certains atolls bas. Et dans des régions comme l'Asie du Sud, l'Afrique subsaharienne tropicale ou encore l'Amérique latine, le changement climatique devrait fortement réduire la capacité des gens à travailler en extérieur. Tout porte à croire que si on n'agit pas de manière urgente contre le réchauffement climatique, on risque de voir une nette augmentation des mouvements migratoires forcés. Oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle une bonne gestion des flux migratoires nécessite une approche sur mesure. Elle doit s'appuyer sur ce que la Banque mondiale appelle la matrice des appariements et des motivations, qui permet de maximiser les bénéfices pour les migrants, les pays d'origine et les pays d'accueil, tout en répondant humainement aux défis posés. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette matrice des appariements et des motivations? De quoi s'agit-il exactement? C'est une matrice qui permet de classer les types de migration selon deux facteurs clés. D'un côté, à quel point les compétences et les profils des migrants correspondent aux besoins des pays d'accueil, et de l'autre, leur motivation à migrer. Et donc, de manière globale, lorsqu'il y a un bon appariement, les bénéfices l'emportent sur les coûts pour tout le monde. C'est bien ça.
C'est tout à fait ça. Lorsqu'il y a un bon appariement, qu'il s'agisse de migrants économiques ou de réfugiés qualifiés, les avantages sont généralement supérieurs aux coûts à la fois pour les migrants eux-mêmes, les pays d'origine et les pays d'accueil. Les migrants voient souvent leurs revenus augmenter de façon spectaculaire. Par exemple, les revenus des travailleurs peu qualifiés ont augmenté de 210% dans le corridor Bangladesh-Malaisie et de 298% dans le corridor Inde-Émirats arabes unis. Et au niveau du statut légal des migrants, est-ce que ça change quelque chose? Oh oui, c'est absolument crucial. Le statut légal amplifie considérablement ses bénéfices. Prenons le cas des Vénézuéliens en Colombie. Leur régularisation a entraîné une hausse de 35% des revenus et une augmentation de 10% de l'emploi formel. Les pays d'accueil en tirent profit eux aussi. En 2018, dans 18 pays de l'OCDE, 27% des médecins et 16% des infirmiers étaient des personnes nées à l'étranger. Ce n'est donc pas seulement une question de poste à pourvoir, mais aussi de contribution fiscale. Effectivement, car dans les pays de l'OCDE, très souvent, les migrants contribuent fiscalement davantage que les natifs. Et les pays d'origine bénéficient énormément de ces transferts de fonds. On estime qu'ils ont atteint 605 milliards de dollars en 2021 pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Cela joue un rôle majeur dans la réduction de la pauvreté. Mais concrètement, à quel point ces transferts de fonds bénéficient-ils aux pays d'origine des migrants? Eh bien, au Népal, par exemple, entre 2001 et 2011, le taux de pauvreté a chuté de 40% dans les villages où l'émigration était plus importante. Mais ce n'est pas uniquement une question d'argent. Les pays d'origine bénéficient également des transferts de connaissances. Pensez aux migrants indiens dans la Silicon Valley qui ont largement contribué à faire décoller le secteur technologique en Inde. Et qu'en est-il de la catégorie mauvais appariement, motivation par la peur, comme dans le cas de réfugiés par exemple? Qu'est-ce qui change? C'est là qu'intervient l'obligation juridique internationale. Lorsqu'il y a un mauvais appareillement et une motivation fondée sur la peur, les coûts doivent être partagés et réduits à l'échelle multilatérale, car les pays d'accueil ont l'obligation d'accueillir ces populations. En 2022, le nombre de réfugiés dans le monde s'élevait à 37,8 millions, soit plus du double par rapport à 10 ans auparavant. Et ces réfugiés, où sont-ils accueillis en majorité? Une part importante d'entre eux, 52%, est accueillie dans des pays à revenus intermédiaires, qui sont souvent limitrophes de leur pays d'origine. Et ces situations sont de longue durée. Les réfugiés passent en moyenne 13 ans en exil. Les politiques des pays d'accueil doivent donc adopter une approche de développement à moyen terme, axée sur la mobilité interne, l'autonomie économique, c'est-à-dire l'accès à l'emploi, et l'inclusion dans les services publics. Donc leur permettre de se déplacer à l'intérieur du pays d'accueil, ça peut vraiment aider? Oui, tout à fait. Par exemple, en Turquie, le fait de donner davantage de mobilité interne aux réfugiés a permis de réduire la pression sur les communautés d'accueil initiales. Et enfin, que dire de la catégorie mauvais appariement sans motivation liée à la peur, c'est-à-dire les migrants en détresse? Ça semble être une situation particulièrement difficile à gérer. C'est effectivement un défi politique majeur, car ces mouvements sont souvent irréguliers et dangereux. Depuis 2014, près de 50 000 migrants sont morts ou ont disparu en transit. Ces personnes ne remplissent pas toujours les critères pour obtenir l'asile, mais elles ont souvent besoin d'une protection. L'objectif est de réduire le plus possible ce type de migration en détresse. Quelles sont les mesures politiques envisagées, voire nécessaires pour ce groupe? Il faut renforcer la résilience dans les pays d'origine, offrir une protection complémentaire et réorienter les incitations par le biais de filières légales. Quant aux pays de transit, qui portent souvent une lourde charge, ils ont besoin d'une coopération bilatérale avec les pays d'accueil pour gérer ces flux efficacement. La coopération internationale est donc vraiment au cœur de la gestion des flux migratoires. Mais en pratique, à quoi ça ressemble? Effectivement, la coopération internationale est essentielle pour une gouvernance efficace des migrations. Sur le plan bilatéral, elle permet d'améliorer l'adéquation entre les compétences des migrants et les besoins des pays d'accueil. Par exemple, le programme des travailleurs agricoles saisonniers du Canada accueille chaque année 20 000 travailleurs venus du Mexique et des Caraïbes. Les Global Skills Partnerships, quant à eux, financent la formation de compétences dans les pays d'origine. Et en ce qui concerne les efforts multilatéraux? La coopération multilatérale est elle aussi cruciale pour faire face aux migrations forcées et partager les coûts liés à l'accueil des réfugiés. Il y a par exemple le guichet pour les réfugiés et les communautés d'accueil de l'Association internationale de développement qui a mobilisé 6 milliards de dollars pour 17 pays à faible revenu. On trouve aussi le mécanisme mondial de financement concessionnel qui a approuvé 725 millions de dollars de subventions ou encore des initiatives régionales comme le processus de Quito qui aide à coordonner les réponses à la migration vénézuélienne en Amérique latine. Et au-delà de la coopération internationale, qu'en est-il des réformes à mener au niveau national? Sur quoi les pays d'origine et les pays d'accueil doivent-ils se concentrer?
Du côté des pays d'origine, ils doivent se concentrer sur une meilleure intégration de la migration de main-d'œuvre dans leur stratégie de développement. Cela passe par la réduction des coûts de transfert, comme l'a fait le Mexique avec sa loi sur les technologies financières, la valorisation des transferts de connaissances, comme le fait le Vietnam avec sa diaspora, et l'expansion de la formation dans les secteurs en demande à l'échelle mondiale, comme les programmes infirmiers des Philippines. Ils doivent aussi mieux protéger leurs ressortissants à l'étranger, comme l'a fait l'Indonésie avec sa réforme législative de 2017. Et du côté des pays d'accueil? Les pays d'accueil doivent identifier leurs besoins en main-d'œuvre et assurer la cohérence de leur politique. Ils devraient encourager les migrations à bon appariement en garantissant un statut légal et des droits, comme le fait le système de permis de travail en Corée, ou les réformes récentes des Émirats arabes unis qui permettent aux travailleurs de changer d'employeur. Ils doivent aussi faciliter l'inclusion économique et sociale, par exemple la reconnaissance des diplômes étrangers en Allemagne, et accompagner leurs propres citoyens susceptibles d'être affectés par les migrations. On dirait qu'il y a beaucoup de choses à gérer. C'est vrai. Et pour les pays de transit, la coopération est essentielle également, que ce soit pour accueillir temporairement les migrants en détresse ou organiser leur retour dans des conditions humaines, sans oublier la lutte contre le trafic et l'exploitation. Pour terminer, vous avez aussi mentionné les nouvelles voies et les données. Pourquoi est-ce si important? Parce que la réforme des politiques migratoires est un processus qui nécessite que de nouveaux acteurs soient entendus. Cela inclut les pays en développement, le secteur privé, les syndicats, les autorités locales, et surtout les migrants et les réfugiés eux-mêmes. Et puis il y a la question des données. Pour des politiques fondées sur des faits, on a besoin de données fiables, récentes et complètes. Or, on fait face à des problèmes de définition incohérente et d'accès limité. Il faut donc harmoniser les méthodes de collecte, investir dans de nouveaux types d'enquêtes et promouvoir l'ouverture des données tout en garantissant la protection de la vie privée. C'est la seule manière de permettre aux décideurs de vraiment prendre des décisions éclairées. C'est fascinant. On voit bien que la migration est un défi complexe qui exige une approche globale. Absolument. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.